Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il s'agira d'une vidéo très consensuelle et très présente sur les réseaux sociaux actuellement. Il s'agit donc du Mid-Year Freakout Book Tag qui permet donc de faire un petit point sur les lectures que l'on a pu effectuer à mi-année. Alors nous sommes un peu plus qu'à mi-année puisque le jour où je tourne cette vidéo, nous sommes, me semble-t-il, le 12 juillet. Le temps que vous la voyez, qu'elle soit en ligne, j'imagine qu'on sera déjà le 20, donc il y aura quand même beaucoup de choses qui se seront passées depuis. On sera en 2024 bien entamé. Mais bon, je me suis dit qu'il était toujours temps de faire cette vidéo, et puis c'est une vidéo que j'aime beaucoup consommer sur les autres chaînes YouTube, donc pourquoi pas. Je ne vais pas perdre de temps puisque l'objectif de ce format c'est tout de même de vous proposer des choses de façon, je dirais, un petit peu plus succincte et tout en balayant un petit peu les lectures que j'ai pu effectuer jusque là. Donc sachez, pour ceux qui n'aiment pas ça, qu'il y aura nécessairement de la redite puisque ce sont des titres que j'ai déjà lu ou que je vous ai déjà présenté en book haul. Je commence avec la première question, donc le meilleur livre que j'ai lu jusqu'ici, donc durant l'année 2024. Alors sachez que ça a commencé très difficilement pour moi, puisque je vais essayer de... ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de diviser les choses en deux catégories. Sachez qu'il y a une question qui suit qui va être ma plus grosse surprise de l'année. Donc les titres que je ne vous ai pas présentés dans les favoris se seront présentés dans les surprises, mais si on doit être parfaitement honnête, mes surprises comme mes coups de cœur se suivent et se répondent. Donc j'en ai choisi toutefois deux à vous présenter dans cette catégorie, et il y en aura donc trois dans les surprises. Tout ça, ce sont des coups de cœur. Il y a d'autres livres que j'ai dû choisir de mettre ailleurs pour ne pas faire trop de répétitions. Bon, les deux que j'ai choisis, c'est ces deux-là, La cloche de détresse de Sylvia Plath et Mâchoire de Monica Ojeda. Je vais commencer par Monica Ojeda. C'est un livre empreint de réalisme magique. Donc c'est une autrice, Monica Ojeda, c'est une autrice équatorienne qui propose ici un titre grinçant qui est assez visqueux, assez gluant, qui met en scène des adolescentes qui font des choses absolument abjectes à leur professeur de littérature, mais qui se font également des choses abjectes entre elles. Il y a tout un jeu de manipulation, un petit côté sectarisme également. Donc c'est un roman qui est très complet, qui est extrêmement sombre, que je ne recommanderais donc pas à des personnes qui ne sont pas ouvertes à des lectures justement qui flirtent avec le réalisme magique, mais sous des couverts sous couvert de mysticisme, de noirceur et presque de sorcellerie qui se devine. Bon, c'est un ouvrage très surprenant, que ce soit dans sa langue, sa forme. Monica Ojeda ose parfois user d'un vocabulaire qui est bien plus châtié que ce qu'elle le fait dans d'autres pages qui sont dans une veine, je dirais, plus poétique au niveau des descriptions. Pour moi, c'est vraiment un très bon livre et c'est un de mes coups de cœur de cette année. Le second, je pense que c'est sans surprise, je vous en ai parlé à de multiples reprises. La cloche de détresse de Sylvia Plath. Pour moi, l'année 2024, c'est l'année de ma rencontre avec cette autrice formidable. Donc ici, on va suivre Esther Greenwood qui découvre New York par le biais d'une espèce d'agence de photos pour laquelle elle va travailler. Donc ça va être ses premiers salaires, elle va découvrir la vie citadine, elle qui vient de la banlieue américaine, et par cette découverte elle va aussi se rendre compte de l'inconsistance, de l'insuffisance, de l'ennui latent de l'existence. Elle va s'interroger bien plus sur des questions existentielle, je dirais, et sortir de sa posture de jeune fille qui était plus dans la contemplation, dans l'attente, pour devenir une actrice malheureusement blessée, presque mourante au contact de la vie et des questions que cette existence peut entraîner. C'est aussi un roman qui est très engagé, qui parle de la condition des femmes à l'époque de Sylvia Plath. C'est aussi un roman quelque peu autobiographique, puisque beaucoup des événements vécus par Esther sont communs à l'histoire de Sylvia Plath, si vous vous intéressez à sa biographie. Donc voilà, vraiment un roman fantastique avec une plume qui est simple mais qui sait aussi être très riche, qui a une dimension universalisante aussi, et encore une fois qui parle brillamment de la condition des femmes à cette époque-là. Pour toutes ces raisons, La cloche de détresse, pour moi, ça
ça ne pouvait qu'être dans cette catégorie de meilleur livre de l'année. Je poursuis avec la deuxième catégorie, la meilleure suite de saga. Alors pour le coup, je sais que je ne vous en ai pas beaucoup parlé sur la chaîne parce que ce n'est pas forcément le type de lecture que je fréquente le plus, mais la meilleure suite de saga que j'ai lue, c'est celle-ci. Donc c'est le tome 2 de Iron Flame. Alors j'ai hésité à vous parler ici de l'Assommoir des Rougon-Macquart, mais je me suis dit qu'en termes de saga à proprement parler, avec Zola on est plus dans une fresque, donc je me suis dit que ce n'était peut-être pas le lieu, et de toute façon je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais je pense que si je dois être parfaitement honnête, et même si je dois reconnaître que c'est un plaisir coupable un petit peu cette saga, et j'ai honte encore aujourd'hui à mon âge de devoir me justifier d'aimer certains livres, mais j'ai adoré Fourth Wing et j'ai adoré Iron Flame. Alors je sais que ce tome 2 n'a pas réussi à convaincre la totalité de ses lecteurs. Il est beaucoup plus orienté, je dirais, aventure fantasy que ne l'était le tome 1, donc il y a aussi toute une dimension trahison, complot politique, etc., etc., tout en gardant bien évidemment une grande place pour la romance. La romance en soi, elle est très intéressante, elle est très bien menée, et pour tout vous dire, moi qui vraiment déteste les scènes de fesses dans les ouvrages de fantasy, dans les ouvrages tout court d'ailleurs, je ne suis pas du tout dérangée par l'aspect relation physique qu'il peut y avoir entre les deux protagonistes de cette saga. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard, mais voilà, enfin, pour moi ce tome 2 le tome 2 de Fourth Wing, ça fait partie de mes traits, c'est ma meilleure lecture en matière de suite de saga en tout cas. Troisième question, nous avons une nouvelle parution, pas encore lue mais que j'aimerais lire. Alors il y en a deux, donc dans les parutions récentes que j'aimerais lire. Le premier m'a été offert pour mon anniversaire, il s'agit donc du Déserteur de Junji Ito. Qui m'a été offert donc par mon chéri. Il s'agit des nouvelles de Junji Ito, parmi les premières. Donc c'est assez intéressant de voir un petit peu quelles ont été les premières pierres de l'édifice Junji Ito, maître de l'horreur. Je pense que ça va être une découverte fascinante. Et l'autre sortie que j'ai très envie de lire, le plus rapidement possible, c'est Frendo est vivant d'Adam César, qui est donc le tome 2 de Un clown dans un champ de maïs. Alors en sachant que je le mets là, mais parce que moi je viens de me le procurer, mais je vous avoue que je n'ai pas vérifié que sa sortie ait bien eu lieu en 2024, j'espère que c'est le cas, et si je me trompe, vous avez toujours le Junji Ito, mais sachez que voilà, cette suite, j'ai très envie de la lire. Alors c'est un slasher, tout ce qu'il y a de plus consensuel et conventionnel, je vous le dis à chaque fois que je vous en parle, mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas efficace et que ça ne fonctionne pas sur moi. Je poursuis avec les plus grosses déceptions de l'année. Alors qui dit déception, je vais reprendre un petit peu les mots qui ont été employés par mes collègues booktubeuses, pardon. Puisque j'ai regardé beaucoup de vidéos avant de tourner la mienne, je suis entièrement d'accord avec le fait qu'une déception implique qu'il y avait des attentes en amont de la lecture et que ces attentes ont été déçues. Pour moi, rien ne justifierait sinon d'appeler ça une déception à proprement parler. Donc il y a deux livres qui, pour moi en tout cas, devaient se présenter comme des lectures incroyables et marquantes de mon année 2024. La première, c'est Les dangers de fumer au lit de Mariana Enriquez, et malheureusement, je ne vais pas dire que je n'ai pas aimé ce livre, ce serait complètement faux et exagéré, mais j'ai été extrêmement déçue comparativement aux attentes que je pouvais avoir. Je ne m'attendais pas à cette langue, je ne m'attendais pas nécessairement à cette forme, je m'attendais également à des histoires peut-être plus dense, plus complexe, et qui était menée de bout en bout et non pas séquencée comme ça peut être le cas dans certaines des nouvelles de Mariana Enriquez. Alors bien évidemment ça a des aspects également très positifs, je vous en avais parlé dans mon avis lecture concernant ce titre. C'est effectivement que en tant que lecteur vous vous retrouvez face à des émotions un petit peu improbables, majoritairement liées au fait que vous n'avez pas d'explication à certains phénomènes. C'est intéressant certes, mais ça ne... comment dire, mon taux d'intérêt comparativement aux attentes que je pouvais avoir n'a clairement pas été satisfaisant. C'est ce qui fait que voilà, ce roman est une déception pour moi. Ce recueil de nouvelles est une déception pour moi. Le roman suivant que je me suis noté comme déception, c'est La Vorace, que je vous mettrai juste là, de Chelsea, je ne me souviens plus, vous aurez l'affiche, vous aurez la couverture juste là, que j'ai trouvé, voilà, je vous en avais parlé, extrêmement consensuel. J'ai trouvé qu'il reprenait simplement les codes de la violence masculine en les appliquant à un protagoniste féminin qui était censé être émancipé, détaché de tout un tas de choses, d'idées,
Et en dehors de l'aspect voyage, je dirais, parce que je trouve que c'est véritablement un titre qui fait voyager de par le fait qu'il parle énormément de cuisine, par exemple, énormément de l'Italie, et j'affectionne tout particulièrement l'Italie depuis ma découverte de Rome. Ça n'a clairement pas suffi. Je n'ai pas trouvé la plume très intéressante non plus, la psychologie des personnages n'était pas très aboutie non plus à mon sens. Toutes ces raisons font que cet ouvrage pour moi c'est une déception malheureusement. Je continue avec mon nouvel auteur préféré. Alors là ça a été compliqué parce que je vais vous citer 3 autrices en sachant que de ces autrices je n'ai lu, je suis désolée j'ai Indy qui fait des bêtises, hop allez de ces autrices je n'ai lu qu'un seul ouvrage. Donc je vous avoue que c'est assez peu pour faire une estimation. La première dont évidemment c'est Sylvia Plath que je ne pouvais pas ne pas mentionner. Je me suis véritablement passionnée pour la vie de Sylvia Plath en janvier, février, mars. J'ai vraiment regardé tout un tas de documentaires, je me suis procuré tous les ouvrages que je pouvais trouver de l'autrice. J'ai des textes poétiques, j'ai un roman qui s'appelle Euphorie qui traite de sa propre existence, qui est une sorte de biographie. Bref, je me suis vraiment passionnée pour Sylvia Plath et j'ai eu un véritable coup de cœur, que ce soit pour sa vie, son engagement ou son style que je trouve certes très compact, j'allais dire, mais c'est un petit peu ça, je le trouve à la fois dense. Je ne le trouve absolument pas prétentieux et je le trouve juste. Donc pour toutes ces raisons, Sylvia Plath devait nécessairement figurer dans cette liste un petit peu de mes nouvelles autrices favorites. La suivante c'est, hop, il est ici, Alicia Gallienne avec L'autre moitié du songe m'appartient. Parce que la plume d'Alicia Gallienne a quelque chose d'unique, d'exceptionnel. Elle est vivante, elle est animée, elle est mouvante, elle a quelque chose que je ne vois pas ailleurs. Alors bien évidemment, on ne peut que se prendre d'affection pour Alicia Gallienne qui souffrait donc très jeune d'une maladie dégénérescente et qui est morte à l'âge de 19 ans me semble-t-il, ou 20 ans. Et tout ça, ce sont donc les petits textes qu'elle a pu composer avant sa mort tout en sachant donc qu'elle était malade. Et dans ce texte, on sent cette envie de fuite, cette nécessité d'écrire, ce besoin du tout de suite et très rapidement. Et vraiment, ça donne un ouvrage très particulier, complètement hors norme, que je ne peux que vous recommander. Je trouve que tout est du niveau de ce titre, L'autre moitié du songe m'appartient, tout en élégance, tout en raffinement. C'est vraiment un texte magnifique et je ne peux que vous le recommander, enfin je peux que vous recommander la lecture de ces poèmes. Et je vais terminer avec Ottessa Moshfegh qui est une découverte de cette année. Et la plume d'Ottessa Moshfegh, je la trouve érudite. Mais érudite en un sens. J'aurais pu mettre un autre auteur dans ce style-là, mais je ne vais pas non plus trop épiloguer, ce serait trop long. Je vous en parlerai dans mes meilleures surprises de l'année. Mais la plume d'Ottessa Moshfegh est donc très, très intelligente. Très érudite, très sensée. Je trouve qu'elle arrive à mener des histoires d'une main de maître tout en décrivant avec beaucoup de minutie des toutes petites choses. Je pense notamment à l'Abvona. C'est vrai que dans l'Abvona, ce qui domine, c'est vraiment cette atmosphère qui a à la fois qui suinte vraiment. On est dans un environnement très, très sec, aride. Les personnages sont arides également, ou quand ils ne le sont pas, ils le deviennent. Il y a une disparition progressive de toute forme de religion ou de mysticisme, et donc par extension de valeurs morales. On est sur des territoires, des terres qui sont à l'image de la vertu et de la morale des hommes et des femmes qui les arpentent. C'est très bien fait, il y a vraiment des espèces de résonances dans tout, dans les mots que peut choisir l'autrice, dans la psychologie des personnages, dans le pays dans lequel ils habitent. C'est vraiment incroyable. Je trouve que vraiment l'Abvona a été une très bonne surprise et je suis impatiente de découvrir plus en détail ce que peut proposer Ottessa Moshfegh. Mais comme je vous l'ai dit, je vous mentionne ces titres-là en sachant que je n'ai lu qu'un titre de ces auteurs, de ces autrices en l'occurrence. Mais voilà, ça fait partie de ces plumes un petit peu qui ont révolutionné
le classement de mes auteurs favoris cette année. Je poursuis avec mes plus grosses surprises qui auraient dû être la catégorie d'avant, mais ce sera la catégorie d'après. Alors, vous voyez, typiquement, j'ai hésité à mettre Mâchoire dans cette catégorie. J'ai aussi hésité à mettre Anima dans cette... Anima est là. J'ai hésité à mettre Anima dans meilleur livre lu et finalement il est dans cette catégorie. Bon, comme vous pouvez voir, Elabvona, pareil. Qui est là, donc je le mets dans les... Je mets Otessa Moshfegh dans les meilleures autrices, mais en soi, Elabvona aurait tout à fait pu être dans mes plus belles surprises. Je note 2 titres majoritairement ici. Le premier, c'est La végétarienne de Han Kang, qui est formidable. Là, très poétique, on est vraiment dans de l'esthétisme pur, avec un vocabulaire pictural qui vient vraiment chatouiller vos papilles, vos yeux, vos oreilles. C'est très dense d'un point de vue sensoriel, ce qu'a pu faire Han Kang avec La végétarienne. Ici, on suit donc Yeon-gi qui va se réveiller une nuit après avoir fait un rêve complètement what the fuck, dans lequel elle comprend qu'elle ne doit plus manger de viande. Et en fait, on va suivre le parcours de cette femme qui jusque-là était considérée comme une femme très consensuelle, très conventionnelle, sans aspiration particulière et qui plaisait à son mari pour cette raison-là. Et on va la voir devenir quelqu'un d'autre, tout simplement, s'émanciper par le fait qu'elle va petit à petit se végétaliser et rompre avec la vie humaine et animale. C'est vraiment un texte qui est formidable, il est découpé en 3 parties. On a une partie de la narration qui est faite par le mari de Yeon-gi, une partie qui est faite par le beau-frère de Yeon-gi et une partie qui est faite par la sœur de Yeon-gi. Les 3 parties sont formidables pour des raisons complètement différentes. Ce livre, il est dérangeant, il est percutant, il est esthétique, il est artistique, il est formidable et je vous le recommande vraiment. Je ne m'attendais pas du tout à aimer à ce point-là. Ce qui m'a fait tendre vers cet ouvrage à l'initiale, c'est son titre véritablement. Je pensais qu'on allait être dans quelque chose de très engagé d'un point de vue éthique au niveau des animaux, et même si ce n'est pas ce qu'on trouve dans ce texte-là, on y trouve tellement de choses que vous y trouverez votre compte aussi, et il y a des millions et des milliards de façons différentes de réfléchir cet écrit. Le texte suivant, dont je vais avoir tout autant de mal à vous parler, dans mes meilleures surprises de l'année, Anima de Wajdi Mouawad, publié chez Babel, donc l'édition poche de Actes Sud. Alors là, en termes de plume érudite, on est en plein dedans. C'est un ouvrage qui a demandé 10 ans d'écriture par l'auteur, un ouvrage dans lequel on a plusieurs langues qui s'entrecroisent, de l'anglais, du français, des termes qui sont plus amérindiens. On a des parties qui sont narrées par différents animaux, donc vous avez les chevaux, les oiseaux, les serpents, les souris, les chats, bref. Vous avez des narrations multiples et qui systématiquement on demande à l'auteur de faire des recherches pour se mettre à la place de l'animal en question. Alors ce texte, il va parler de plein de choses, il va parler d'éthique. Alors nous, initialement, on nous parle de l'idée d'un meurtre, puisque nous on suit Var Depre, alors j'espère que je le prononce bien, qui rentre chez lui et qui est tétanisé puisqu'il retrouve sa femme morte, mais assassinée dans des conditions qui sont vraiment très particulières et un petit peu symptomatiques des agissements d'un serial killer. Et on va suivre ce personnage donc par les yeux et par la parole de différents animaux qui vont l'observer agir, l'observer réagir aussi à cet événement. Et va commencer une espèce de voyage. Alors on peut voir ça comme quelque chose de très métaphorique ou comme quelque chose de très concret. Mais je suis désolée, j'ai dit qu'il fait des bêtises. C'est une odyssée à travers l'Amérique, à travers les cultures, à travers les croyances, à travers les considérations aussi, les questions. On va suivre l'évolution des questionnements et de l'analyse de ce personnage du meurtre de sa femme, mais aussi et surtout être à la place de tous ces animaux qui vont observer ses agissements. Bon, c'était formidable, la plume est incroyable. En même temps, on a une espèce de quête initiatique qui va venir répondre aux origines du protagoniste principal, et tout ça s'imbrique parfaitement. On est dans une espèce de puzzle très très bien mené, très très bien construit. Vraiment,
une lecture incroyable que je ne peux que vous recommander et qui fait partie clairement de mes plus grandes surprises de cette année. La question suivante, c'était ton nouveau crush fictif. Je n'ai pas vraiment de réponse particulière à cette question. En revanche, j'ai quelques noms pour la question qui suit, à savoir mes nouveaux personnages favoris donc de la littérature cette année, donc que j'ai pu découvrir cette année. Le premier, c'est Momo dans La vie devant soi. C'est Momo pour son humanité, ses mots, sa gentillesse, sa douceur, ses excentricités, son courage aussi, pour sa témérité, pour la fidélité qu'il voue à Madame Rosa, pour l'amour qu'il lui donne aussi. Enfin, le personnage de Momo, il est incroyable. Si vous n'avez pas lu La vie devant soi de Romain Gary, mais qu'attendez-vous? Redécouvrez La plume de Romain Gary, c'est formidable. Tout ce qu'il fait est formidable. Et on retrouve vraiment cette force, cette candeur aussi. En fait, la force de la candeur qu'on avait déjà dans La promesse de l'aube de Romain Gary. En tout cas, moi j'ai commencé par La promesse de l'aube. Mais je trouve que Momo, en ce sens, fait écho au personnage de Romain Gary à Romain Gary quand il est plus jeune. Je trouve que c'est très très beau. Évidemment, il y a toute une part fictionnelle très très largement, mais on suit ce petit garçon qui vit donc dans la crasse de la ville, de la pauvreté, et qui malgré ça arrive à trouver des soubresauts de lumière, d'espoir, d'amour. C'est un récit formidable, et le personnage de Momo porte magnifiquement bien ce texte. Et je pense que j'aurais pu mettre Madame Rosa également dans mes personnages préférés, pour une raison simple: c'est très rare que je me rappelle des noms et des noms et des prénoms des personnages. Et dans ce roman, dès le départ, j'ai eu un coup de foudre absolu pour la psychologie des deux et pour le duo qu'ils formaient, parce que l'un sans l'autre, ce n'est plus tout à fait la même chose, et c'est d'ailleurs ce dont traite très largement La vie devant soi. Donc vraiment, lisez ce texte, il est magnifique. L'autre personnage que je connaissais déjà, mais que je ne peux pas ne pas mentionner, c'est Gervaise dans L'Assommoir. Comment ne pas avoir une empathie infinie pour cette femme, pour son parcours de vie, pour son chemin, pour les multiples obstacles qu'elle va rencontrer, affronter, qui vont la faire trébucher, tomber jusqu'à la fin. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus pour ne pas vous spoiler. Mais c'est un personnage qu'on découvre dans un premier temps de façon très esquissée dans La fortune des Rougon, donc dans le premier tome de la saga des Rougon-Macquart. Et Gervaise, elle poursuit ce chemin dans la misère, tout le monde profite de Gervaise, de son cœur, de sa force de travail, de son endurance. Et c'est horrible, on a envie d'être là, de la soutenir, de l'aider. Et malheureusement, on ne peut pas, mais c'est un personnage qui est terriblement humain, terriblement attachant. Et pour cette raison, voilà, c'est un de mes personnages préférés de la littérature tout court, et cette année également. Ensuite, un livre qui t'a fait pleurer. Alors, il y en a deux, mais il y en a un dont je vais parler très largement. Je vais commencer d'abord par le premier, je vous en ai déjà parlé rapidement. C'était Mère absolument de Katie Roof. Je vous mettrai en photo juste là, puisque je ne l'ai plus. Ce n'est pas un ouvrage qui m'a plu. En revanche, les 20-30 premières pages traitaient de le protagoniste principal perdait sa maman, qui était née dans les années 40, donc j'avais fait tout un transfert par rapport à ma mamie, donc j'ai pleuré comme un bébé. Et ce n'était pas le style littéraire en soi qui m'a fait pleurer, c'était véritablement le transfert que je pouvais faire. Donc je ne compte pas véritablement ce livre comme l'ouvrage qui m'a fait pleurer. Par contre, celui-là, pour les mêmes raisons, mais avec une plume divine, avec une narration menée, avec un témoignage de la part d'Annie Ernaux qui est incroyable. Donc une femme dans lequel Annie Ernaux va retracer le parcours rapide de sa mère, de ses origines, de ce qu'elle a pu faire, etc., etc. Mais qui va surtout confronter le lecteur aux émotions qu'elle a pu ressentir lorsqu'elle a perdu sa mère, et les exposer avec une grâce qui est impressionnante compte tenu de la situation qu'elle traverse. Et là j'ai pleuré, mais j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, parce que c'était beau, et parce que c'est imaginer la perte d'un être incroyablement cher qui contribue souvent à la construction identitaire, au goût, au choix, aux aspirations qu'on peut avoir. Et c'était incroyable.
Je ne dirais pas que c'est une de mes meilleures lectures de cette année, mais en revanche en termes d'émotion pure, parce que je ne pense pas que la littérature se limite à l'émotion pure, il est très très bien classé, parce qu'encore une fois il m'a vraiment tout retourné, cet ouvrage. Il est tout petit. Si vous souhaitez lire un livre sur la perte de la mère et sur le deuil, vraiment, procurez-vous Une femme d'Annie Ernaux parce que c'est très très bien fait. Il y a un autre texte très bref qui m'a fait pleurer. Je ne sais pas où il est, j'arrive pas à le retrouver dans la bibliothèque, donc après j'ai tout changé de place, donc c'est peut-être pour cette raison, mais c'est Lettre à D d'André Gorz, que j'ai trouvé formidable. Donc c'est une espèce de longue lettre que André Gorz dédie à son épouse. Elle est écrite 2 ans avant qu'ils décident tous les deux de se suicider. Et c'est une espèce de rétrospective un petit peu de leur existence. C'est un roman qui est très beau, qui parle de l'amour sous toutes ses formes, des attentes aussi déçues de l'amour, de tout ce qu'on cristallise sur l'amour, de l'idée aussi fausse que la littérature nous donne de la passion amoureuse. Ouais, c'était génial ça aussi. Vraiment, j'ai pleuré comme un bébé. Je vous le mets par là, mais là pour le coup, tout petit livre et je vous recommande vraiment de le lire. Je suis désolée, il fait beaucoup de bruit, mais regarde, c'est toujours pareil, je peux pas laisser un carton. La catégorie suivante, c'était un livre qui nous a fait rire. Non pas que je n'ai pas d'humour, mais je reconnais que ce n'est pas forcément l'émotion qui va prédominer dans mes lectures, le rire. Il y a des ouvrages qui m'ont fait rire, il n'y en a pas tant que ça. Et le plus souvent, ce sont des petites punchlines entre les personnages, donc vraiment rien de... La promesse de l'aube de Romain Gary m'a fait rire et pleurer par exemple, mais il y a peu de titres qui me font rire à proprement parler. En revanche, je me suis donc basée sur l'émotion qui pouvait un petit peu se rapprocher de ça, à savoir la joie, et par extension, voilà, on va dire par lien que je pouvais tisser entre les émotions, l'apaisement, le bonheur, etc. J'ai choisi donc Apprendre si par bonheur de Becky Chambers, parce que, comme d'habitude avec Becky Chambers, ce sont des textes de science-fiction très positifs, très doux, très prenants, avec une vision de la nature, de l'écologie qui est très rassurante, qui est très doudou finalement. Ce sont des textes très réconfortants, les livres de Becky Chambers, qui mettent en scène des personnages qui ont toutes les qualités qu'on aimerait voir dans notre entourage, qui également sont le plus souvent très érudits, passionnés par des sujets, habités, animés par un désir de connaissance très puissant. Et toutes ces petites choses-là, pour moi, ce sont des choses qui sont très satisfaisantes. Donc lorsque j'ai lu Apprendre si par bonheur, je pense que c'est la lecture en tout cas qui m'a le plus rapprochée d'un sentiment de bonheur. Si j'enlève les lectures vraiment jeunesse qui, dans une moindre mesure, m'apporte également cette satisfaction-là de lire quelque chose qui fait passer un message positif, avec des personnages positifs, par le biais d'une forme positive. Et habituellement, ce n'est pas forcément ce que j'aime. J'aime bien en jeunesse, j'aime très peu en littérature adulte, mais voilà, c'est une chose que Becky Chambers réussit parfaitement bien, donc je ne peux pas lui enlever ça, et bien au contraire, je le reconnais. Ensuite, le plus beau livre que tu aies acheté ou reçu cette année. Alors, il s'agit, je pense, il y en a plusieurs, hein, mais j'en ai choisi un. Violette sur l'herbe à la renverse de Lana Del Rey, qui est édité donc sous forme de texte écrit comme à la machine à écrire. Vous avez également des photographies en intérieur. Lorsque vous ouvrez le livre, vous avez donc des photographies également. Vous avez une dust jacket qui est très très belle, qui recouvre quelque chose qui est similaire mais qui est magnifique, qui représente donc j'imagine que c'est de la peinture à l'huile, donc une représentation d'oranger. Elle est vraiment très jolie. Et je trouve que tout est élégant, tout est bien choisi, que ce soit les couleurs, la forme du texte, le placement des photos. Je trouve que cet ouvrage est vraiment sublime. C'est un très bel ouvrage, voilà. Donc c'est publié chez les éditions Seuil si ça vous intéresse. Et si vous ne connaissez pas Lana Del Rey, je ne peux que vous encourager à découvrir ces petits textes qui sont très touchants et dans lesquels on retrouve l'essence de l'écriture et même des sonorités de ces musiques, de ces chansons.
mais aussi tout l'aspect, je dirais, plus profond avec les questionnements qu'elle peut avoir, et surtout cette espèce ça c'est quelque chose qui m'a vraiment surprise mais que j'ai trouvé magnifique dans ce texte, cette espèce de proximité avec des lieux dont elle va parler avec facilité, comme si on les connaissait tous, comme si on faisait tous partie de son environnement proche. C'était vraiment très beau et c'est un texte que je vous recommande. C'est poétique, donc voilà, ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais ce sont des textes de poésie. Je me suis rendu compte que j'ai sauté une question, donc la parution que j'attends le plus, je l'ai reçue, mais le problème c'est que je n'attends rien de particulier. Mais si je devais en attendre une, ce serait celle-ci, Célèbre de Maud Ventura, publiée chez les éditions L'Iconoclaste. Je parle tout le temps de Maud Ventura sur la chaîne. J'ai adoré Mon mari. Je suis impatiente de lire ce livre-là. Je reviendrai très très vite vous donner mon avis. Il fait partie de ma palle de l'été. Il sera lu, je pense, là je suis en train de lire Le Maître des Illusions en lecture commune, mais je pense que je vais entamer celui-ci en parallèle parce que je ne peux pas attendre plus longtemps et que je trouve que le travail de Maud Ventura est formidable. Vraiment, je vous enjoins à lire cette autrice qui est pour moi une révélation, je la trouve vraiment incroyable. Et je vais terminer avec donc le livre que vous devez lire avant la fin de l'année. Et pour le coup, bon, j'ai été raisonnable, j'en ai choisi 4. Le premier c'est Les Racines du ciel de Romain Gary. Je ne vais pas m'étendre sur la question, je vous ai déjà exposé pour quelles raisons je voulais lire ce titre-là maintenant. Romain Gary, c'est un auteur que j'aime, plus je le lis, plus je l'aime, donc nécessairement j'ai envie de poursuivre ma découverte. Ensuite, Les souffrances du jeune Werther, parce qu'il est dans ma palle depuis une éternité et que je veux lire ce texte absolument. Donc c'est un texte de Goethe, fondateur du romantisme tel qu'on le connaît en Occident. Et voilà, j'ai vraiment envie de lire ce texte. Ensuite, 2 autrices, Rebecca de Daphné du Maurier, qui sera également une de mes toutes prochaines lectures, je pense. Je ne l'ai pas mis dans ma palle de l'été, je ne sais pas pourquoi. Actuellement, je n'ai aucun problème à lire des gros morceaux, des gros pavés, et je pense profiter de cette occasion pour me plonger dans ce titre-là, à voir si je ne le rajoute pas dans ma palle de l'été, donc. Mais Rebecca de Daphné du Maurier, chef-d'œuvre de la littérature gothique. Bref, très envie. Et autre chef-d'œuvre de la littérature gothique, Les mystères d'Udolphe d'Anne Radcliffe. Au vu de la présentation qui est faite, donc on est dans un roman gothique, mais il y a tout un aspect horrifique aussi, un petit peu, alors horrifique au sens classique. Je pense avoir fait le bilan global de ce milieu d'année. J'espère qu'il vous a plu. La seule chose que je n'ai pas faite, et je n'ai pas spécialement attendu la fin, mais c'est la première année depuis que je suis sur les réseaux, que je me décide à noter absolument tous les titres que je lis. Donc je le fais, je vous l'ai déjà dit, ce n'est absolument pas sponsorisé, mais je le fais par le biais de l'application Glyph. Donc ce que je fais, c'est que sur Glyph, je rentre les lectures que j'ai pu effectuer mois par mois. Et une fois que je les ai toutes rentrées, je fais le compte. Donc il se trouve que j'ai lu 59 romans et 41 graphiques. En sachant, je le précise, que sur ces 59 romans, il y a aussi mes lectures audio et il y en a quelques-unes tout de même. Je voulais essayer de vous trouver le chiffre exact, malheureusement entre mon compte Nextory et mon compte Audiolib, je vous avoue que je suis un petit peu confuse sur les lectures que j'ai véritablement effectuées et à quel moment je les ai effectuées. Donc j'ai eu du mal à les comptabiliser, mais si je regarde bien, je peux déjà vous dire par exemple que Iron Flame, Force Wing, Vampiria America, le tome 3, Le Rossignol de Anne-Gaëlle Huon. Ça, ce sont des lectures que j'ai effectuées en audio. Au même titre que le tome 2 du Sorceleur. Et si je regarde sur Audible, non, sur Audible je n'ai rien de particulier. Bref, mais dans ces romans il y a également tout ce qui est jeunesse young adulte et qui se lit tout de même nettement plus rapidement. Mais ça me fait un total de 100 livres à ce moment-là de l'année. Je trouve que c'est énorme, mais je m'attendais pas du tout à ça. Mais bon, encore une fois, je vais enlever les 41 graphiques parce que ce sont des lectures qui se font très rapidement. Je dirais que j'ai lu 59 romans, ce qui me semble déjà beaucoup. Si on regarde bien, je pense qu'on doit pouvoir en enlever 7-8 que j'ai fait en audio, donc en soi j'ai lu 51 romans, ce qui paraît tout de même nettement plus cohérent, je trouve, compte tenu de la charge de travail que je peux avoir. Ça, c'était juste le point statistique, ce n'est absolument pas
ça n'a pas d'intérêt particulier, juste pour moi je trouve que c'est intéressant parce que c'est vrai que je ne le fais jamais, même en fin d'année je ne vous dis jamais combien de livres j'ai lu simplement parce que je ne les compte pas. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à laisser un commentaire et à répondre aussi pourquoi pas en commentaire aux questions qui ont pu être posées dans ce tag. Ce que je vais faire c'est que je vais vous les mettre en barre d'informations si vous souhaitez les reprendre. Je vous remercie d'être resté jusque là, je remercie également toutes les personnes qui ont réalisé ce tag sur leur chaîne puisque ça m'a grandement inspirée pour le faire moi aussi. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, je vous dis à bientôt.